Alors, bonjour à tous. Donc, Bonjour Aude. c'est avec plaisir Bonjour. que on vous accueille aujourd'hui pour cette nouvelle rencontre du département famille de Montpellier. Et nous sommes également heureux d'accueillir à nouveau notre invitée, Anna Miralpex, qui était avec nous lors de la précédente rencontre. Donc, un bref rappel de qui elle est. Donc, Anna est d'origine espagnole, de Barcelone. Elle est directrice adjointe à l'ensemble scolaire Maurice Thièche sur le campus adventiste à Collonges-sous-Salève. Et parmi toutes ces casquettes, elle est également conseillère familiale et conjugale et formée à la psychologie, à la relation d'aide et psychopraticienne. Elle est passionnée par le développement humain, que ce soit concernant le couple, la famille, les enfants, l'adolescence, etc. Donc, j'espère que j'ai tout bon, Anna. Oui, merci beaucoup en tout cas Aude et merci au département de famille de l'Église de Montpellier de m'inviter pour parler de ce sujet qui est vraiment une réalité dans la société et qui est préoccupante et que je pense que beaucoup de personnes pourront se sentir concernées. Et merci beaucoup de me donner cette opportunité de partager avec vous. Merci. Avec plaisir. Alors, je vais te poser une première question. Donc, le thème d'aujourd'hui, quand je le rappelle, c'est les défis du parent seul. Donc, quelle est pour toi, Anna, la définition du parent solo? Donc, tout à fait. Donc, par rapport à la monoparentalité, c'est une autre manière aussi de parler du parent seul. Il s'agit donc d'un système familial où la cellule de famille n'est pas composée par deux parents, mais qui tout repose et est pris en charge par un seul parent. Et en fait, cet état de la cellule familiale monoparentale, elle est due soit parce que les parents, donc le couple s'est séparé ou divorcé, soit parce qu'il y a eu un décès, soit parce qu'il y a eu une grossesse par choix, une grossesse d'une personne qui choisit d'avoir un enfant seul, ou bien aussi ça peut être une grossesse non désirée dans le cas d'une relation qui est pas stable, mais aussi dans le cas d'un viol. Donc la monoparentalité, elle est très présente en France, et juste pour vous donner quelques chiffres, parce que je trouve que c'est intéressant de prendre conscience. Aujourd'hui, en France, donc là, c'est un tableau qui provient de l'INSEE. En 2020, donc on était en France 8 millions de familles, donc en 2020, et le pourcentage de familles monoparentales, c'est pratiquement 25%. Donc, vous voyez que c'est un quart, donc c'est quelque chose qui est important, qui est aussi attire notre attention. Moi, personnellement, je peux parler de ce sujet parce que j'ai vécu pendant des années en tant que maman seule. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de ce 25% de familles monoparentales, 18%, ce sont des pères qui élèvent seuls leurs enfants et 82%, ce sont les mères. Voilà, Aude. Alors, du coup, comment est-ce qu'on vit, et j'ai envie de dire comment est-ce qu'on survit après une rupture? Bon, alors c'est vrai que comme je disais, les familles monoparentales sont concernées par une rupture ou un décès ou bien par choix. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre aussi des familles monoparentales qui ont choisi d'avoir des enfants seuls et les élever seuls. Maintenant, je crois que c'était très important dans tous les défis qu'on va peut-être aujourd'hui échanger, de s'attarder un petit peu sur cette passation d'être en couple à une situation où on est seul et en famille monoparentale. Et en fait, je crois que vivre après une rupture ou une perte, c'est très important de prendre conscience qu'il y a un travail de deuil important à traverser. Que parfois, on a envie d'éviter, parce que c'est beaucoup plus simple de faire comme si rien, ou de rester peut-être dans une sorte de déni. Mais en fait, c'est important qu'on dise aujourd'hui qu'il y a un travail de deuil à traverser et que dans ce travail de deuil, ça va comporter obligatoirement d'entrer dans la souffrance de la perte, c'est-à-dire de prendre conscience de notre réalité,
de cette organisation familiale et de couple et personnelle qui n'est plus, et d'accepter cette réalité, accepter la séparation. Et ça se fait pas avec un claquement de doigts. Il y a tout un travail de deuil qu'il faut traverser, mais le prix en vaut la peine parce que dans ce travail de deuil, ça va nous permettre de grandir et ça va nous permettre aussi d'avoir comme objectif d'avoir un autre avenir, d'avoir de l'espérance pour se rattacher de nouveau, s'attacher de nouveau à quelqu'un. Et ça, c'est important. Et je crois que le travail de deuil, c'est un processus qui est important aujourd'hui d'évoquer. Et je vous propose rapidement de comprendre quelles sont les étapes de ce travail parce que on ne peut pas ignorer, pour vous, on le verra plus tard, dans tous les défis, un des défis pour la personne qui a à charge la monoparentalité, c'est important d'en prendre conscience. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une phase de déni ou de refus. Et que cette phase-là, elle est importante parce que tout ce qu'on a vécu en couple et dans la cellule familiale se désorganise, se détruit. Et en fait, le déni ou le refus de la réalité nous permet de nous anesthésier et d'entrer d'une manière peut-être plus douce dans la réalité. Souvent, les personnes disent mais c'est insupportable, mais bon ça va aller, c'est vrai que ça va aller, hein. On a l'impression que on n'est pas encore vraiment conscient de ce qui va se passer et en fait on n'est pas prêt pour admettre la douleur. La deuxième étape, ça va être une étape de colère parce que quand le déni laisse déjà, on rentre dans laisse passer pendant quelque temps, la phase de la colère arrive et en fait c'est la phase où on est vraiment très fâché, on se plaint, on est révolté, en fait on s'interroge, on dit pourquoi c'est moi, mais pourquoi je dois vivre ça? Peut-être même qu'on peut se poser des questions, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et pourquoi Dieu permet que ça m'arrive à moi? Et en fait, peut-être que la colère, cette émotion-là, elle va nous permettre de vérifier si la situation ou la personne qui n'est plus dans notre vie, est-ce qu'elle va revenir ou pas? Ça nous permet quand même de le vérifier. Et à ce moment-là, je ne crois pas qu'on puisse être dans une phase peut-être de pardon ou d'acceptation. C'est une phase qu'il faut accepter parce qu'on prend conscience aussi des choses, d'une situation qu'on n'a pas envie d'accepter pour le moment et d'une perte qui est difficile. Et là, c'est vrai qu'en parler, c'est nécessaire et que pas nécessairement dans cette phase, on ne peut pas envisager le pardon. Parce que parfois, c'est vrai qu'on peut entendre, oui, mais il faut pardonner, mais tu verras, ça ira mieux. Mais dans la phase de la colère, il faut l'accepter et la vivre, la traverser. Ensuite, il y a une période, une phase qui est la phase du marchandage. Et en fait, dans cette phase-là, c'est une phase où on marchande, même on négocie avec nous-mêmes. Hein. Peut-être que on entretient des faux espoirs, peut-être que si on est dans une séparation, peut-être que l'autre va revenir, ou peut-être que si je fais ceci ou je fais cela, la situation peut revenir comme avant. On envoie des messages, on a des attentes. Et parfois, dans cette phase-là, on se rend compte que ça ne sera pas possible. Et dans le marchandage, vraiment, on prend conscience de la réalité et on ouvre la porte à une autre phase, que c'est la phase de la tristesse. En fait, quand on se rend compte que c'est pas possible et que ça sera plus comme avant, que c'est différent, on rentre dans une phase même de dépression. Et là, on va être complètement en contact avec la perte. En fait, on peut s'effondrer parce que on réalise que nous avons perdu notre conjoint, notre partenaire, que c'est fini. Et on peut se sentir très seul, on peut se sentir dans le désert,
c'est le temps de la douleur. C'est vraiment la douleur du cœur, vous voyez. C'est cette douleur qui en fait nous provoque aussi beaucoup de stress, parce qu'il faut savoir que dans l'échelle du stress, bien qu'en premier ce soit le deuil, hein, donc la perte par la mort, par le décès, mais ensuite il y a aussi la séparation et le divorce. Donc en fait c'est une phase où on est un peu, on n'a pas envie de grandes choses, vous voyez, on a l'impression d'être impuissant, on a envie de rien, on a cette incapacité de se concentrer, on pleure. Parfois, on peut avoir envie de mourir et c'est normal. Il faut pas oublier, pour les parents peut-être qui nous écoutent maintenant là, que dans cette phase-là, elle ne dure pas. Donc, le processus quand il se vit, ça veut dire qu'il avance. Et s'il avance, ça veut dire que la phase de la tristesse, elle ne dure pas. Et si on voit qu'on reste trop ancré dans cette phase-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est vrai qu'on est déchiré, on est très vulnérable. Et donc là, c'est le moment que peut-être il faut aussi demander de l'aide et s'entourer des gens. Il faut pas se priver. Parfois, c'est vrai qu'on est dur avec nous-mêmes. On est dur parce que on n'a pas envie, peut-être aussi, de dire, je suis vulnérable, je suis fragile, je suis triste, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai envie de rien. Je me lève le matin, je vais au travail, mais après, je suis en train de travailler de manière inattendue. J'ai une peine qui me prend les tripes, qui me prend le cœur. Et en fait, je pense qu'il faut être conscient que dans ces phases-là de vulnérabilité, c'est important de s'entourer des gens qui nous font du bien. Et peut-être que là, il peut y avoir le pardon, la phase du pardon qui peut être envisagée. Je peux parler pour moi, de mon expérience aussi, et je peux dire que le pardon, c'est vrai que ce n'est pas facile, même s'il y a des personnes parfois qui nous conseillent, mais qu'il faut pardonner pour passer à autre chose. Et le pardon, c'est pas si simple que ça. Le pardon requiert du temps pour aussi être fâché, pour vivre la tristesse, pour peut-être se remémorer de certaines choses et faire la paix à l'intérieur de nous. Et par rapport au pardon, il est vrai qu'il y a des personnes qui disent mais moi, j'ai pas envie de pardonner parce que je suis en train de souffrir. C'est pardonner, j'ai pas envie d'oublier ce qui s'est passé. On m'a fait du mal. Et regarde ce que je vis aujourd'hui. C'est pas simple et tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche en plus, hein. Et en fait, je crois qu'il faut aborder le pardon d'une autre manière. Parce que le pardon, je pense pas que c'est oublier ce qui s'est passé. Beaucoup de séparations et de parents seuls vivent dans la douleur des choses qui ont été infligées, parfois de l'agressivité, de la violence, des choses qui sont très dures, hein, des situations très dures. Et je ne crois pas que pardonner, ça veut dire oublier. Et je pense pas non plus que pardonner, c'est synonyme de justifier les actes de l'autre, hein. Et parfois aussi pour pouvoir se pardonner soi, c'est pas non plus de se justifier. C'est prendre aussi les responsabilités qui nous incombent et les responsabilités de l'autre. Mais arrive un moment qu'on peut lâcher prise parce que c'est pas moi qui vais faire justice. C'est pas moi qui vais prendre en main la vengeance, mais c'est qu'on va abandonner cela, qu'on va lâcher prise. Et pour les chrétiens, bon, moi je parle pour moi parce que je suis chrétienne, je crois qu'il y a aussi cet aspect de laisser à main de Dieu, qui prenne lui la justice de tout ce qui s'est passé, de l'autre et de soi. Et je pense que c'est important et de pardonner l'autre et de se pardonner soi. Donc, après d'avoir dépassé ce déni, d'avoir dépassé la colère, le marchandage, la colère et puis la tristesse, peut-être qu'on peut arriver au pardon. Et après le pardon, on peut probablement, et c'est ce que je souhaite, et en tout cas c'est pour moi, ça s'est passé comme ça, d'arriver à l'acceptation. Alors, l'acceptation, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'accepter quoi? On peut pas tout accepter. Ça veut pas dire accepter de vivre comme des victimes, mais je pense que c'est accepter
que tout ce que nous avons vécu, c'est une expérience qui peut nous apporter beaucoup de choses. En fait, prendre la décision de prendre conscience de tout ce qu'on a vécu d'une manière réelle, authentique, de faire le point de manière objective, d'analyser aussi pourquoi mon couple a échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, ça, dans le cas d'un décès, ça ne rentre pas en ligne de compte. Mais en fait, de comprendre les scénarios, pas de tout le temps être en train de juger l'autre, mais de prendre ma responsabilité, de voir aussi mes torts, de voir peut-être de quelle manière je fonctionne. Ça peut m'aider à comprendre des scénarios psychologiques qui me permettront d'en sortir beaucoup plus fort, qui me permettront d'envisager l'avenir d'une autre manière et redécider peut-être de dorénavant à vivre autrement. C'est-à-dire que nous pouvons donner un sens à cette souffrance, nous pouvons donner un sens à l'échec et nous pouvons aussi décider de réorganiser notre vie, de lui donner un sens après avoir compris tout cela. Donc, je crois que à la fin de ce processus, nous pouvons parler calmement, sereinement, sans animosité, de cette perte, de ce changement de vie familiale, accéder à nos émotions sereinement, sans être submergé, et d'envisager la suite dans la paix et dans l'espérance. Alors, tu as abordé, je dirais, l'aspect psychologique du coup des enjeux de la monoparentalité. Mais concrètement, quelles sont les difficultés que peut rencontrer le parent au quotidien et à quels défis doit-il faire face, niveau organisation par exemple? C'est vrai que là, tu parles, Aude, peut-être les enjeux psychologiques. Je parlerai plus tard d'autres enjeux aussi. Je pense que c'est que je viens d'évoquer dans ce vivre après la rupture, dans ce processus, ça concerne beaucoup le parent et c'est un travail très important qui doit faire parallèlement ou simultanément à son quotidien. Et en fait, dans son quotidien, il y a toute la logistique. Et en fait, dans cette logistique, vous le savez, il y a bien évidemment les enfants, l'éducation, faire les courses, la cuisine, le ménage, aider aux devoirs, s'occuper de l'administration, s'occuper si on a une voiture, des assurances ou si elle tombe en panne, toute l'organisation générale qui est énorme, c'est vraiment un marathon. Et en fait, je me suis dit, comment c'était pour moi, hein, parce que donc moi j'étais parent seul donc pendant de longues années et en fait j'ai réfléchi à ça et j'aimerais vous le partager parce que je ne sais pas s'il y a certaines personnes ici qui sont de parents seuls, peut-être qu'ils se retrouveront avec ce que moi j'ai vécu, mais en fait moi le matin, je vous décris une journée rapidement, hein. Moi le matin je me levais à 6h du matin. Et avant de réveiller les enfants, je m'étais déjà douchée, habillée, peut-être maquillée. J'avais préparé le petit déjeuner. Parfois, j'avais étendu le linge ou j'avais déjà rangé le lave-vaisselle que j'avais lancé pendant la nuit. Alors, si les enfants ne restaient pas à la cantine, c'était mon cas, donc je préparais le repas, je préparais les affaires des petits. Ensuite, j'ai réveillé les enfants, on petit déjeuner, on faisait les lits, il y avait le brossage des dents, je les aidais à s'habiller et vite, hop, je les amenais à l'école. Pour beaucoup de parents, je me rappelle quelques années en arrière, pour moi c'était pareil, je les amenais au périscolaire avant d'attaquer donc ma journée de travail. Donc je prenais la voiture, j'allais au travail. Donc, en fait, à peine les avoir déposés à l'école, donc déjà, je pensais à tout ce qui m'attendait dans mon travail. Et jusqu'au soir, que je retrouvais mes enfants. Et là, je recommençais ma deuxième journée. Et la deuxième journée, comme vous pouvez l'imaginer, hein, donc c'est et on fait les devoirs. On fait les devoirs, il y a la douche des enfants, il y a le repas, il y a un petit moment de jeu, d'histoire, un petit moment du coucher qui est tellement privilégié avec les enfants. Et quand les enfants ils sont au lit
et que déjà ils dorment, s'ils dorment, c'est pas terminé encore, hein, donc c'était pas encore terminé pour moi, parce que on doit ranger la maison, on doit peut-être lancer une machine à laver pour demain, on doit peut-être repasser, préparer certaines choses pour le lendemain, peut-être s'occuper des factures, etc., pour à la fin tomber pratiquement raide de fatigue et épuisée dans mon lit, en espérant de passer une bonne nuit. Parce que parfois, il y a l'insomnie qui s'installe chez beaucoup de parents seuls. Pour le lendemain, 6 heures du matin, ça recommence. Donc, et tout ça, si l'organisation tient la route, parce que parfois, un enfant tombe malade, il faut le faire garder, etc. Bon, voilà. Donc, dans la logistique quotidienne, ce n'est pas facile. À ça, il s'ajoute les finances. Et ça, c'est un point très important parce que les finances, c'est qu'il faut savoir, c'est que chez les familles monoparentales, la plupart en France vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est vraiment très compliqué parce que si je vous dis les chiffres de l'INSEE, je crois que le seuil de pauvreté c'est environ un petit peu plus de 1100 € par mois pour une personne qui vit seule, et pour un couple c'est environ 2300 € sauf erreur. Alors imaginez-vous pour une personne seule qui gagne peut-être le SMIC un petit peu plus et qui a des enfants, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, en fait, de vivre avec un seul revenu. Et en fait, ça rend la famille monoparentale très vulnérable, la partie finance. Et souvent, donc le parent seul doit aménager son temps de travail parce que certains ont de la famille, ont des gens autour d'eux qui peuvent effectivement les aider dans l'organisation. Mais par exemple, c'était mon cas, moi j'avais pas ma famille, donc il fallait s'organiser. Bien heureusement, j'avais et j'ai toujours beaucoup d'amis, des personnes qui m'ont aidé, aussi des personnes de l'église que j'ai fréquentées à l'époque où les enfants ils étaient petits, où j'ai eu beaucoup d'aide. Mais c'est vrai que au niveau financier, déjà on doit faire face à un budget qui est bien en dessous la moyenne des foyers français, mais en plus, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de travailler? Puisque quand on commence à travailler, il y a certaines aides sociales auxquelles on n'a pas le droit. Donc, je sais de beaucoup de parents des parents solo, qui m'ont évoqué ce point. Mais est-ce que vraiment ça vaut la peine de travailler? Parce qu'on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. À cela s'ajoute aussi l'aspect juridique, parce que beaucoup de parents doivent faire face en même temps à un divorce, par exemple. L'aspect juridique, il faut savoir que déjà, ça coûte, parce que ça a un prix, mais aussi c'est un processus qui peut être très violent, agressif émotionnellement, vous voyez, parce que ça demande un investissement personnel en même temps de gérer tout le reste. Donc, il faut investir du temps, il faut investir de l'argent que souvent on n'a pas, et il faut s'investir aussi émotionnellement. Et il faut se battre parfois, certains parents seuls, ils doivent se battre pour faire valoir ses droits au niveau de pension alimentaire, parfois aussi de ses droits en tant que garde des enfants. Il y a parfois médiation ou pas. Ça peut être très violent psychologiquement, et sans oublier que cette démarche, ça implique que parfois on doit se replonger sur des situations du passé qui nous sont douloureuses. Un autre élément que le parent seul doit faire face, c'est la vie sociale. Et je pense qu'il faut qu'on se le dise, au niveau social, il y a comme un déclassement social, parce que parfois on a du mal à trouver sa place. On est une femme seule, un homme seul, ça peut insécuriser aussi les gens autour de nous, notamment les couples. Parce que inviter à une personne seule, c'est pas si simple que ça. Parfois aussi, le parent seul privilégie peut-être les activités des enfants, et il ne va pas investir la vie sociale personnelle qui est très importante et qui est vitale. Et il y a
Aussi, il faut dire, c'est certaines familles monoparentales, donc certains parents seuls, une espèce de honte sociale, parce que on a l'impression que c'est comme si on projetait une image d'échec de vie amoureuse, hein, et en fait, on peut se sentir un peu coupable. Et souvent, on peut chercher à compenser cela pour montrer qu'on est pareil que les autres. Et ça peut entraîner un épuisement. Et vouloir donner une image que la famille monoparentale, je le dirai aussi tout à l'heure, hein, c'est une famille comme les autres. C'est vraiment une mission très compliquée parce que en fait ce n'est pas la réalité. Et en fait j'ai envie de dire que déjà les couples qui ont des enfants, déjà ils sont imparfaits parce qu'ils doivent faire face à des difficultés, à des problèmes. Alors pourquoi la famille monoparentale devrait être parfaite, vous voyez? Donc je pense qu'il faut aussi prendre conscience et d'être un peu cool avec nous-mêmes, hein. Au niveau social, il y a aussi une réalité, c'est que parfois, quand on est en séparation, en rupture et en divorce, notre cercle social, il est tout d'un coup scindé. Et en fait, il se brise parce que tout le réseau social, en fait, c'est compliqué parce qu'on a des amis parfois qui sont des amis et de l'un et de l'autre et que parfois ils sont partagés. Donc parfois il y a des pertes. Il y a des pertes d'amis et de relations sociales. Et parfois, donc, le réseau se restreint malheureusement. Et là aussi, je pense que c'est un point qu'on va échanger après dans les questions, mais c'est un point qui est très important de continuer à cultiver et à nourrir. Un autre aspect, un autre élément que le parent seul doit gérer et que c'est quand même un enjeu de taille, c'est l'éducation. Et là, j'aimerais aussi peut-être prendre un petit peu de temps parce que l'éducation, souvent quand on parle d'éducation, on pense à la discipline. Or, la discipline fait partie de l'éducation, mais ce n'est pas que ça. En fait, Donc, en fait, l'éducation, dans le sens étymologique du latin, signifie faire sortir de soi, de développer quelque chose en potentiel qui est à l'intérieur de l'enfant, dans notre cas. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Pour cela, on va l'accompagner, on va développer un ensemble de connaissances, des expériences aussi, des valeurs qui sont morales, physiques, intellectuelles, émotionnelles, psycho-affectives, spirituelles, qui sont essentielles pour que cet enfant se développe et qu'il puisse devenir un adulte et qu'il puisse s'intégrer dans la société. L'éducation, elle est prise en charge par plusieurs instances. Il n'y a pas que les parents. On le sait, la famille, bien évidemment, c'est le foyer, c'est un des piliers les plus importants, mais il y a aussi l'école. Je suis bien placée pour le savoir, puisque je travaille aussi dans l'éducation et dans la pédagogie au sein de l'école où je travaille, mais aussi la société et l'Église. Donc, et je crois que le parent seul a une accumulation de rôles tellement grande que ça crée une tension chez le parent seul parce que c'est normal. Déjà à deux, c'est difficile. Donc pour un parent seul, c'est une tâche qui est énorme. C'est une mission qui est incroyable. C'est vraiment marathon. Déjà, la vie de la personne seule, du parent seul, c'est un marathon. Mais l'éducation, c'est vraiment un enjeu très important et on peut se sentir démuni. C'est-à-dire que parfois, dans l'éducation, il y a aussi ce côté discipline où le parent doit mettre un cadre. Parfois, on est épuisé et on n'a pas envie de faire que ça. On n'a pas envie de jouer au gendarmes, parfois, comme on peut dire, parce qu'on a envie aussi d'avoir du temps pour être avec eux, pour jouer, pour nous amuser. Et en fait, c'est vraiment un défi parce que c'est pas simple. C'est pas simple du tout.
Alors, ce que je retiens de tout ce que tu viens de dire, c'est que le parent seul, en tout cas, il sera souvent amené à tenir, ou en tout cas à vouloir tenir les deux rôles parentaux à la fois. Donc, Alors, oui, ce que tu dis est juste parce que, en fait, et c'est un des éléments que moi j'inclus dans l'enjeu psychoaffectif, en fait, hein, parce que souvent dans les enjeux psychoaffectifs, il y a, euh, il y a cette, comment dire, cette confusion de vouloir être père et mère en même temps. Hein. Et ça, ce n'est pas possible. Et je crois que il faut que les parents solos euh, prennent conscience et moi j'en parle encore une fois, hein, je le répète en connaissance de cause puisque je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai vécu dans ma vie de mère, de vouloir en même temps être père et mère, on s'épuise et ce n'est pas possible. Donc on est voué à l'échec puisque le rôle du père est bien défini et le rôle de la mère aussi. On ne peut pas être homme et femme en même temps. Et ça, bon, je ne sais pas s'il y a des papas qui m'écoutent ou qui vont m'écouter. C'est vrai que peut-être dans mon discours, je parle plutôt en tant que mère seule parce que aussi c'est mon expérience mais c'est un enjeu aussi pour le papa seul de vouloir être aussi comme une maman, d'être aussi comme un papa. Donc en fait, je crois que euh, c'est important de comprendre que quand on est une famille monoparentale, on a la croyance que il manque l'autre conjoint, il manque un parent. Et en fait, c'est pas tout à fait juste cette croyance, parce que je crois que dans la famille monoparentale, il manque bien évidemment un conjoint, mais il manque aussi le couple. Donc en fait, une famille dite traditionnelle, il y a le papa, il y a la maman et il y a le couple parental. Dans une famille monoparentale, il n'y a que père ou mère. Donc en fait, il y a deux composantes familiales qui font défaut. Et les deux composantes familiales, c'est l'autre conjoint et le couple par lui-même. Ce n'est pas la même chose. C'est important de prendre conscience de ça. Et en fait, je crois que dans cette confusion d'être père et mère, on cherche à compenser et c'est légitime. Moi, je le comprends et j'ai beaucoup de empathie et de compassion hein, parce que je crois que c'est un défi où toujours on est un petit peu dans comment dire ça, on est toujours sur le fil du rasoir parce qu'en fait on voudrait être vraiment mère ou père et en même temps on veut compenser le manque. Hein, vous voyez? Donc, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas compenser le rôle de l'autre, bien qu'il y a quand même des aspects éducatifs aussi hein, et psychoaffectifs qu'on peut tenir compte. Et là, il faut tenir compte de la croissance psychoaffective autant de l'enfant que du parent. Donc, déjà, le couple parental, pour qu'il y ait un lien et qu'il y a eu un poids très important pour la croissance psychoaffective de l'enfant, le couple parental, sauf dans le cas d'un veuvage par donc décès, le couple parental ne peut pas divorcer. Vous savez, moi, quand j'ai des enfants en consultation et qu'ils me disent « mais mes parents divorcent » ou « mes parents sont divorcés », la première chose, c'est que je leur fais un dessin, parce que moi, j'aime beaucoup, hein, j'ai toujours un paperboard, je fais plein de dessins. Je leur dis que je dessine très mal, mais c'est pas grave. Et en fait, je leur fais un dessin du divorce. Et le divorce, légalement, en fait, brise ou acte la rupture du couple conjugal, mais pas le couple parental. Le couple parental devrait toujours exister, sauf dans le cas, bien évidemment, d'un décès ou le cas d'un abandon, hein, parce que ça existe aussi. Mais pour la croissance psychoaffective, le développement de l'enfant, ça, c'est un élément qui est vital. C'est-à-dire que le couple parental existe toujours. Tu as un père et tu as une mère. Et
c'est important que les couples séparés ou divorcés entendent cela, parce que les enfants ont besoin de leurs deux parents pour pouvoir grandir de manière optimale, hein, et que dans leur croissance psychoaffective, ils puissent passer par toutes les étapes nécessaires en sachant que dans le socle, dans les fondations psychoaffectives, les deux existent. Alors, bien sûr, quoi faire si un des deux n'existe pas parce qu'il est décédé? Donc, c'est là où je vais parler des figures parentales qu'il doit y avoir dans l'entourage. Et ça, c'est un point qui est compliqué parce que parfois, le parent seul ne va pas chercher ces figures parentales. Par honte, parce que aussi par gêne, parce qu'on va pas aller demander à quelqu'un, oui, est-ce que tu peux être, s'il te plaît, la figure parentale, la figure de père pour mon enfant, ou la figure maternelle, hein. Mais vous savez, il y a quand même des instances, que ce soit l'école avec les instits, mais ça peut être aussi des éducateurs, ça peut être la famille, bien évidemment, et surtout la famille, les oncles, les tantes, grand-mère, grand-père, les éducateurs, je crois que j'ai déjà dit, aussi dans l'église. Moi, je peux vous témoigner que, par exemple, moi, à l'époque où mes enfants ils étaient très jeunes, dans l'église que je fréquentais à l'époque, il y a eu un projet extraordinaire comment ils appelaient ça, de parrainage. Alors, c'était pour tous les enfants, hein, autant pour les parents seuls que pour les parents en couple, hein. Mais en fait, le parrainage, c'est vrai qu'à l'époque, ils n'avaient pas tenu compte justement s'ils étaient des enfants de parents seuls mère ou parents seuls père. Parce qu'ils auraient pu aussi, et puis ça, je lance l'idée, hein, parce que je crois que toutes les organisations, aussi les églises, c'est un problème sociétal, hein, donc il faudrait aussi que les églises prennent conscience de ça et que nous prenions conscience de ça, c'est qu'on peut apporter beaucoup en étant aussi des figures parentales. Ça ne veut pas dire qu'on fait couple avec l'autre. Attention. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que pour l'enfant, on peut être une figure parentale et qu'on va pouvoir lui apporter un socle solide aussi pour sa croissance. Dans les enjeux psychoaffectifs par rapport à l'enfant, c'est qu'on constate beaucoup, c'est que en fait, nous avons avec nos enfants une relation exclusive, hein, quand on est parents solo, et c'est normal, hein, puisqu'on vit avec eux. Bien sûr, il y a certains enfants qui peuvent voir et qui vont voir leurs parents, leurs autres parents, un week-end sur deux, la moitié des vacances, où il y a la garde alternée. Mais il y a quand même, souvent, on constate une relation exclusive avec le parent où il habite, où l'enfant habite. Et c'est normal. C'est normal. Voire parfois, et presque dans tous les cas, et je souris parce que moi, je n'ai pas fait l'économie de cela, on observe quand même des relations très fusionnelles entre le parent et l'enfant. Alors, ça s'entraîne quoi? Ça entraîne souvent des enfants qui souffrent d'anxiété, d'angoisse, et qui ont surtout beaucoup de mal à se séparer après. Ils sont inquiets aussi, ces enfants, et c'est normal, parce qu'ils peuvent se poser la question, mais si mon parent, donc père ou mère, hein, si mon parent tombe malade, et si elle a plus d'argent, comment on va faire? Et parfois même, l'enfant peut chercher à parentaliser le parent, c'est-à-dire à prendre soin du parent, à lui donner des conseils, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le rôle de l'enfant. Le rôle parental nous revient. Et c'est à nous, justement, dans le dernier point là que je vous voyais dans le PowerPoint, dans ma diapo, c'est dans le développement personnel du parent, ça implique aussi d'aller peut-être chercher de l'aide pour avoir des conseils, pour pouvoir échanger, pour prendre conscience de certaines choses qu'on a du mal, parce que c'est pas facile, on doit trouver ces ressources-là pour être bien positionné, pour être stable et pour faire face à tous les besoins de nos enfants. Parce que c'est normal que nos enfants ils aient besoin de nous, hein, c'est légitime. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, il va vivre lui aussi. On parle de grandir, mais qu'est-ce que ça veut dire grandir? On grandit pas seulement de taille, hein, on grandit aussi dans tout le processus
affectif, c'est-à-dire tout le processus d'individuation depuis que ils sont bébés jusqu'à qu'ils deviennent donc des jeunes adultes et ensuite des adultes déjà émancipés. Il y a tout un processus. Et dans ces phases-là de croissance, ils vont avoir besoin des parents qui ne sont pas parfaits, s'il vous plaît, parce que ça, c'est quelque chose que on est tous confrontés. On aimerait être parfait, on aimerait être le parent qu'ils adorent et qu'ils aiment, mais un parent parfait, c'est pas celui qui ne commet pas des erreurs, c'est pas celui qui n'est pas épuisé, c'est pas celui que parfois il doit demander peut-être pardon parce qu'il se trompe. Les enfants, ils ont besoin des parents normaux, des parents humains, des parents qui peuvent se tromper et qui peuvent se remettre en question, qui peuvent demander pardon. Mais surtout, ils ont besoin des parents qui se prennent en charge et qui leur permettent à eux de vivre toutes ces phases de développement pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent s'individuer, pour qu'ils puissent être des adultes bien dans leur peau. Hein. Donc, je crois que voilà, bon, je suis assez passionnée dans ce que je dis parce que je crois que c'est des sujets et des éléments dans lesquels moi j'ai commis des erreurs aussi en tant que maman seule, mais j'ai pris aussi ma responsabilité et j'encourage tous les parents seuls à le faire, c'est de avoir aussi des espaces où on trouve des ressources, que ce soit des amis, que ce soit des professionnels, des éducateurs, des livres aussi pour nous encourager et bien évidemment la spiritualité que je pourrais en parler plus tard. Voilà, donc voilà pour les enjeux psychoaffectifs. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Aude, par rapport aussi à cette confusion du rôle père-mère. Oui, oui, c'était très clair en tout cas. Donc c'est important de comprendre et de retenir qu'on n'a pas à jouer les deux rôles en fait, que chacun a son rôle. Exactement. Et du coup, donc avec toute cette surcharge quotidienne hein, que vit le parent solo, hein, que ce soit l'organisation ou la surcharge psychologique, comment est-ce que le parent solo peut réussir à dégager du temps pour prendre soin de lui? Alors, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir donner une formule toute faite de comment le parent seul peut arriver à trouver du temps. Maintenant, je crois qu'il est vital, indispensable qu'on parle de ce point que tu viens d'évoquer, c'est comment l'importance du prendre soin de soi. Parce que comme je vous ai dit, et c'est vrai que je voulais témoigner de quelque chose qui m'est arrivé moi en tant que maman seule, que ça peut être utile. En fait, quand moi j'ai commencé donc ma vie de maman seule, je me suis dit, je veux que mes enfants aillent bien, donc je vais faire tout mon possible pour qu'ils aillent bien. Et la première chose que je vais faire, c'est que je ne veux pas qu'ils souffrent. Alors, comme je ne veux pas qu'ils souffrent, je vais contacter une psychologue, quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui travaille un peu à la Dolto, pour ceux qui connaissent, et je veux lui demander de recevoir mes enfants pour les aider. Alors, je n'ai pas les finances, mais je vais dire que voilà que mon budget il est vraiment restreint. Et il faut absolument que cette personne prenne mes enfants en consultation parce que en fait la motivation qui était derrière cette décision en fait, c'est que je voulais éviter de la souffrance à mes enfants et que je voulais qu'ils aillent bien. Donc je prends le téléphone, j'appelle cette personne, je discute avec elle, je lui dis, hein, je lui dis que je veux qu'elle reçoive mes enfants parce que ils sont en train de souffrir, que je veux pas qu'ils souffrent, etc. Et en fait, donc elle m'écoute et à la fin de notre conversation, elle me dit, écoutez madame, je veux pas recevoir vos enfants en consultation. Ok, c'est pas une question financière, c'est pas une question de budget, mais je ne recevrai pas vos enfants. En revanche, vous, oui. C'est vous que je veux voir. C'est vous qui avez besoin de l'espace pour prendre soin de vous et pour aller bien. Parce que ce qu'il faut comprendre, Aude, et chers auditeurs, ceux qui m'écoutent, c'est que dans la famille monoparentale, dans le bateau, il y a un parent. Et ce parent-là, il faut qu'il prenne soin de lui parce que tout repose sur ses épaules. Ou
peut-être pas tout, une grande majorité, parce que souvent dans des familles monoparentales, l'autre parent est quand même présent ou partiellement présent, mais en fait, prendre soin de soi est nécessaire et indispensable pour pouvoir faire face à tout le marathon qui se présente devant nous. Donc en fait, pourquoi je vous témoigne de mon expérience, c'est parce qu'aujourd'hui, avec du recul, parce que là, j'en parle déjà ça fait déjà 15 ans en arrière, hein, de cela, ça a été d'une grande aide de pouvoir avoir ce temps pour moi, de pouvoir justement travailler le vivre après la rupture, hein, qu'on a parlé au départ, c'est-à-dire de pouvoir trouver du sens, prendre aussi mes responsabilités et pouvoir souffler un peu, d'avoir aussi des pistes et des conseils pour pouvoir faire face à mon quotidien. Donc prendre soin de soi, déjà, la première chose, c'est la santé. Parce que souvent, on est épuisé. Donc, en fait, la santé, parfois, elle est fragilisée parce que on doit faire face à beaucoup de choses. Parfois, on est stressé parce que il y a quand même beaucoup de choses qui se présentent et qu'on doit gérer. Et il y a plusieurs symptômes psychosomatiques. Hein. Il y a de la fatigue, il y a de l'insomnie, il peut y avoir de la dépression. Il y a même des troubles du comportement. Et souvent, moi, c'est que j'entends, en tout cas, c'était mon cas, c'était la fatigue. La fatigue, physiquement, oui, il faut faire du sport, mais bon, il faut trouver du temps pour faire du sport, pour prendre soin de soi, pour aller chez le coiffeur, on n'a pas les finances. Toute la charge mentale que nous avons, la charge émotionnelle, la peur aussi de pas y arriver, de pas être à la hauteur. C'est parfois il y a des parents qui n'ont pas de relais. Justement, il y avait une amie qui me disait, mais Anna, toi, au moins, bon, tes enfants, ils peuvent aller voir leur père une fois tous les 15 jours, mais moi, j'ai pas un moment pour moi. C'est non-stop. Il n'y a pas de relais et j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et en fait, je pense que dans toute cette folie de devoir tout penser, organiser, exécuter, vérifier, modifier, encourager les enfants, les éduquer, trouver des solutions, gérer les problèmes qui arrivent à la dernière minute, bah, à la fin, il n'y a plus de temps pour soi. Il n'y a plus de temps pour prendre soin de notre physique, aussi, bon, je parle pour les femmes, hein, je ne sais pas pour les hommes comment c'est, mais voilà, d'aller chez le coiffeur, de se faire un masque, de se faire les ongles, je ne sais pas moi, d'aller courir, de dire ok, je vais aller une fois par semaine faire de la gym ou aller marcher avec les copines, parce que quand est-ce qu'on a ce temps-là? C'est quand même compliqué. Et pourtant, il faut le trouver, il faut le ménager ce temps-là. Mais pour ça, encore une fois, je vais me répéter à plusieurs reprises et j'en suis désolée, il faut trouver des personnes ressources. Il faut pouvoir s'entourer des gens qui vont pouvoir nous aider. Il faut pouvoir s'organiser pour avoir aussi des moments à soi, tout seul, parce que c'est nécessaire. Sinon, c'est impossible de se ressourcer, de se régénérer, de se récréer. Et on oublie aussi un point dans le prendre soin de soi, et c'est, parfois on se dit, bon, ok, le soir, au coucher, d'accord? Mais en fait, le soir au coucher, parfois on fait le point mentalement. Et on peut se sentir seul à ce moment-là, parce qu'on n'a pas de vis-à-vis, n'est-ce pas? On n'a pas quelqu'un avec qui partager. Toutes les décisions, on les prend seuls. Et souvent, on est noyé. Et ok, quand toute la maison est en silence, que les enfants ils sont couchés, qu'on a fait toute notre routine quotidienne, on est seul dans le lit. On est seul avec nos pensées, avec nos besoins, et souvent on tombe en larmes. On est désespéré, ou parfois on n'est pas désespéré parce qu'on enfuit cela. Mais c'est vrai que la solitude, elle est bien là. Parfois, on ne se sent pas esselé. Par exemple, c'était mon cas. Je ne me sentais pas esselée parce que j'avais quand même du monde autour de moi. Mais la réalité, c'est qu'on est seul. Donc, en fait, prendre le temps pour soi, pour faire des choses
qu'on aime, qui nous ressource, prendre soin de notre santé, notre alimentation, faire du sport, à notre portée, faire du sport, pas comme des athlètes, mais même marcher un petit peu, s'offrir un espace d'écoute aussi, de conseils, et de s'entourer des gens positifs qui nous encouragent, être dans leur présence, échanger, faire des activités. Vous savez, il y a des gens avec qui on se sent bien, hein. Parfois, on s'entoure avec des gens qui ne sont pas des gens toxiques. Ce sont des gens qui, je ne sais pas pourquoi, mais on est heureux. Après, quand on les quitte, on est mieux. On se sent mieux. Hein, parce que c'est voilà, il y a de la joie, il y a de la vitalité, on peut parler des sujets autres que tous nos problèmes. Parfois, ils nous écoutent aussi. Donc, et aussi, c'est tenir compte que on ne doit pas s'oublier non plus dans notre évolution mentale et intellectuelle, professionnelle, parce qu'on investit beaucoup pour nos enfants et nous. Il faut aussi penser à nous. Il faut aussi qu'on ait cette reconnaissance aussi, qu'on est capable peut-être de se, je ne sais pas, de réfléchir à notre profession, ou peut-être qu'on a envie d'apprendre quelque chose, s'inscrire dans un cours de cuisine, faire un cours sur Internet pour apprendre et pour s'améliorer dans notre profession. Voilà, ça c'est aussi un élément qui peut nous faire du bien. Et bien entendu, la vie spirituelle, ça je peux pas l'oublier, parce que moi personnellement, c'est quelque chose que pour moi ça a été un pilier du solide, c'est d'avoir du temps pour la vie spirituelle, pour lire la Bible, pour prier, pour méditer, pour trouver des gens avec qui partager, sans les enfants si possible, et parfois parce que les parents solos, ceux qui vont dans une église, bah, ils vont avec les enfants, ils les amènent à la catéchèse, aux activités, etc. Il faut aussi penser à soi. Il faut penser à soi en dehors des enfants, pour aussi cultiver cette vie spirituelle qui va être en plus dans tous les aspects de notre santé, Voilà. Et oui, très important tout ce que tu nous dis, Anna. Mais sinon, il y a peut-être le jour où le parent seul veut refaire sa vie. Eh oui. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer l'accueil d'une nouvelle personne dans la cellule familiale? Qu'est-ce que ça implique, tout ça? Aude, déjà avant de faire rentrer la personne dans la famille, il y a un élément très important, c'est que déjà c'est légitime qu'au bout d'un temps, on ait envie de rencontrer quelqu'un et qu'on ait envie d'avoir une personne avec qui pouvoir faire chemin. Une personne qui nous correspond, une personne à laquelle nous correspondons aussi, et avec laquelle on aimerait avoir un projet de couple. C'est tout à fait normal et légitime, parce que nous sommes faits comme ça. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. La Bible le dit, hein, puisque aujourd'hui c'est aussi une rencontre chrétienne avec des gens qui lisent la Bible et qui savent que Dieu, dans la parole, nous dit que c'est pas bon d'être seul. Donc déjà c'est légitime. Donc il faut pas sentir coupable, ou est-ce que c'est bien de penser à ça, hein? Je crois que c'est tout à fait normal. Ça va dans le cours des choses, qu'après un divorce ou un décès, après un temps, le temps que pour chacun ça va être différent, bien évidemment, hein, dans tout ce processus de deuil qui nous permet accepter ce qui s'est passé, et qui nous permet aussi de accepter les désirs qui maintenant émergent, et ce regard plein d'espérance vers l'avenir. Je pense que on doit pas oublier que rencontrer de nouveau l'amour, c'est possible, et que c'est tout à fait entendable, hein, qu'on le désire. Mais déjà, il faut avoir du temps pour rencontrer quelqu'un. Parce que dans tout ce marathon du parent seul, on fait comment? On fait comment pour rencontrer quelqu'un? Et déjà, est-ce qu'on trouve du temps? Et où est-ce qu'on va le trouver? Parce que ça c'est encore peut-être un autre sujet, mais on est tellement pris. Notre planning, il est tellement rempli que souvent,
c'est mon cas, hein, moi je priais pour que Dieu mette sur mon chemin quelqu'un avec qui je pourrais avoir un projet de couple et vivre l'amour. Et en fait, je me disais, mais à quelle heure? À quelle heure? Parce que du matin au soir, je suis occupée, mon travail aussi, je m'investis beaucoup. Donc, il faut avoir du temps pour la rencontre et il faut vouloir s'investir dans la relation. Parce que c'est pas seulement rencontrer quelqu'un et puis c'est tout. Une relation amoureuse qui vise bien évidemment, qui est l'intention de durer, que c'est pas une rencontre éphémère, nécessite forcément de s'investir. Et cet investissement, ça demande de l'énergie, ça demande de pouvoir le rentrer dans notre agenda, et ça demande aussi d'avoir l'audace et le courage d'y croire, de faire confiance et de être collé à la réalité. Et c'est que une nouvelle relation probablement sera cette relation, je dis pas la personne, hein, mais la relation peut être meilleure que la précédente si tu as trouvé un sens à ce qui s'est passé et que tu as détecté peut-être les dysfonctionnements qui te concernent, hein, et que tu as appris à les dépasser pour envisager les choses autrement. Donc en fait, si on veut que le côté positif, amoureux, et qu'on oublie le côté d'investissement, parce que je le dis et je le répète, c'est un investissement, c'est un travail magnifique. Je peux en témoigner puisque maintenant je suis mariée avec un homme formidable et exceptionnel, avec lequel je vis une relation d'amour pour laquelle je remercie Dieu tous les jours. Mais il faut du temps et parfois c'est pas facile. Donc en fait, quand on rencontre quelqu'un, un jour, on va présenter cette personne à nos enfants. Il faut pas oublier que un des défis, c'est de maintenir quand même le temps pour l'enfant. Parce que c'est normal, on rencontre quelqu'un, on est emballé, hein, parce qu'au départ, on est amoureux, donc on a envie de beaucoup lui écrire sur WhatsApp, beaucoup le téléphoner, beaucoup le voir, mais il y a aussi les enfants. Donc en fait, il faut conjuguer ce temps-là, c'est-à-dire du temps pour l'enfant, pour pas qu'il s'imagine qu'il va perdre son parent, parce qu'il ne le perd pas, il va peut-être gagner des choses. Mais vous voyez, les enjeux émotionnels sont très forts, hein, parce que l'enfant, il peut se sentir abandonné. Hein. Donc ça, c'est un défi, mais on y arrive si on maintient quand même ce temps privilégié avec l'enfant, pas seulement avec le nouveau partenaire ou nouveau conjoint, aussi cela seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une transition. On ne peut pas du jour au lendemain, on rencontre quelqu'un, voilà, on est tellement à fond avec la personne parce qu'on est foufou, hein, ça c'est certain. Mais il ne faut pas oublier que l'enfant, lui, déjà, il a dû vivre la séparation, l'ajustement et l'adaptation dans un nouveau foyer. Maintenant, après certains ans, par exemple, moi, ce qui me concerne, moi, j'ai eu besoin de 12 ans hein, de processus, mais je dois dire qu'au bout de 6-7 ans, j'avais déjà envie de rencontrer quelqu'un. Mes enfants, pour eux, la maison, c'était le foyer de maman et les enfants. Donc, le fait que mon nouveau conjoint ou la personne que je commençais à fréquenter rentre dans la maison, il fallait le faire avec délicatesse. Hein, et il ne fallait pas oublier le temps nécessaire aussi que je devais investir, que je voulais investir avec mes enfants, chacun d'une manière particulière. Et en fait, après, il rentre toute la phase d'ajustement, en fait, qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à définir quand même aussi un petit peu les rôles de chacun. Et ça, c'est très important de prendre conscience qu'il y a des frontières à ne pas dépasser. On peut pas tout vouloir déjà chambouler d'un coup et oublier qu'il y a quand même beaucoup d'écoute
de communication et de dialogue, hein, je l'ai marqué dans cette diapositive. Et pour ceux qui m'ont déjà écouté la dernière fois, je fais une différence entre communication et dialogue, hein, parce que communication, c'est dire des choses, apprendre à transmettre un besoin, écouter, c'est apprendre aussi donc à écouter les besoins de l'autre, apprendre à discerner bien le message que l'autre veut nous transmettre. Mais dialoguer, justement, c'est la confrontation de tout ça. C'est quand, en fait, la communication commence à vivre d'une manière particulière et que peut-être mon avis va être modifié, percuté par l'avis de l'autre et vice-versa. Donc, en fait, je suis prête à renoncer, que peut-être un positionnement que pour moi, c'est comme ça et pas autrement. Donc, peut-être ça va me faire réfléchir, en fait, dans le dialogue. Le dialogue, donc, on s'ajuste. Et en fait, je crois que effectivement, s'accorder, hein, j'ai marqué, il y a des règles de vie, c'est que pour cette nouvelle cellule familiale qui commence à pointer du nez, hein, en fait, il faut s'accorder. Qu'est-ce qu'on veut? Déjà, qu'est-ce qu'on veut en tant que couple? Et qu'est-ce qu'on veut avec nos enfants respectifs, hein, parce que parfois, dans les familles recomposées, donc il y a des enfants des deux côtés, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, hein, la famille recomposée. Mais je pense que c'est très important d'avoir du temps pour s'accorder. Voilà, Aude, je ne sais pas si, encore une fois, j'ai répondu un peu à ta question. Oui, c'est même plus ça, parce que c'est vrai que il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont quand même très importantes à aborder. Alors, du coup, on va peut-être aborder un peu l'aspect spirituel. Est-ce que dans la Bible, on parle de parents solo? Alors, c'est vrai que c'est intéressant qu'on parle. Alors, quand on parle de spiritualité, je l'ai évoqué tout au long de mon échange. Hein. C'est vrai que la spiritualité, pour moi, autant la spiritualité des enfants que la spiritualité du parent, pour moi, c'était important parce que c'est un aspect pour moi d'équilibre aussi de la personne et que le donner sens et que trouver ce sens-là, pour moi, ça a été dans le Dieu de la Bible, ça a été très important. La prière, la lecture de la Bible, la louange, participer à des moments communautaires au sein de mon église, ça a été d'une grande aide. Mais je crois aussi, Aude, que on doit prendre conscience que pour Dieu, la famille monoparentale est très importante et il a un souci tout particulier pour les familles monoparentales. Et je crois que malheureusement, dans nos communautés et même chez tous les croyants, hein, une grande majorité, hein, on va pas être, on va pas exagérer non plus, mais c'est vrai que une grande majorité, on se rend pas compte de ça, on prend pas conscience que Dieu, dans sa parole, nous transmet son positionnement et son affection vis-à-vis des personnes seules. Et là, je voudrais partager. C'est vrai qu'avec Christine, hein, on en a discuté la dernière fois qu'on s'est vu pour préparer cette rencontre, de l'histoire d'Agar et d'Ismaël. Nous avons dans le premier livre de la Bible l'histoire d'Agar et d'Ismaël, que pour moi, c'est l'histoire sur laquelle j'ai pu m'appuyer à beaucoup de reprises en tant que maman seule, parce qu'on voit là Agar, donc je vais pas raconter toute l'histoire, pour beaucoup d'entre vous, vous la connaissez déjà, mais on voit une maman seule qui est exclue de la communauté, qui est exclue du clan, et qui se retrouve dans un désert avec son fils. Il n'y a plus d'eau, donc il n'y a plus de ressources, et en fait, elle s'éloigne un peu de son enfant, donc il y a Ismaël, et parce qu'elle n'a pas envie de le voir mourir. Et là, on voit l'intervention de Dieu extraordinaire, où en fait, on voit comment Dieu va prendre soin, l'encourage et ouvre ses yeux, parce qu'il entend, en fait, Dieu dit qu'il entend la souffrance d'Ismaël, et en fait, Dieu ouvre les yeux d'Agar, qui peut voir un puits d'eau, ou pouvoir puiser de l'eau qui avait plu, donc l'eau, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, c'est toutes les ressources dont nous avons besoin parfois, quand on se dit, mais comment je vais faire? Là,
je suis vraiment dans la panade, Dieu est là et dit non, et attends, je donne un avenir aussi pour ton fils. Et donc, c'est là aussi, c'est un texte qui donne beaucoup d'espérance, d'espoir, parce que Dieu se soucie des familles monoparentales, Dieu se soucie des femmes et des hommes qui doivent élever des enfants et qui ne savent pas comment faire, qui sont au bord du désespoir, au bord vraiment de la dépression, et qui donnent aussi un avenir aux enfants. Aussi, je vous ai mis un texte où il nous dit que Dieu est un père pour les orphelins, un justicier qui défend les veuves. Donc, en fait, Dieu lui-même se présente, donc ça c'est dans les psaumes, hein, Dieu se présente aussi comme un père et un justicier qui vient défendre aussi les veuves, hein, parce qu'au temps de la Bible, les veuves c'était les femmes seules. Hein. Donc, il nous invite, Dieu, à ne pas affliger. Hein, on voit dans l'Exode, à ne pas affliger la veuve et l'orphelin, à rendre justice, à défendre la cause. Et il y a deux textes que j'aimerais aussi vous partager, qui m'ont beaucoup interpellée. Je vais vous le lire. Il se trouve dans le Deutéronome 14, où il dit « Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits de cette année-là, et tu la déposeras dans tes villes. Alors viendront les Lévites, le Lévite qui n'a aucune part à ton patrimoine, c'est-à-dire le Lévite, lui, il n'avait pas des biens, hein, parce qu'ils donc ils faisaient partie du sacerdoce, hein. L'immigré, il n'y a rien non plus hein, dans le pays, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes villes. Ils mangeront et seront rassasiés afin que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu feras de tes mains. » Donc, en fait, Dieu est en train de dire quoi là? Il est en train de dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis des familles monoparentales. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'aide qu'on doit quand même, on doit tenir compte que les familles monoparentales n'ont pas les mêmes ressources que nous, ou en tout cas la grande majorité, bien évidemment, il y a peut-être des gens qui sont très aisés. Mais là, c'est une condition pour que Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu feras de tes mains. C'est magnifique. Mais pourtant, est-ce qu'on en prend conscience? Moi maintenant, aujourd'hui, que je suis plus parent seul, parce que je suis mariée, ça m'interpelle, parce que je me dis, mais moi aussi, il y a eu un moment que c'est grâce à des gens qui m'ont donné, qui ont partagé, qui ont pensé à moi, que j'ai pu aussi faire face à des finances qui étaient pitoyables. Hein, et je remercie Dieu pour ça, je remercie aussi ces personnes. Et un dernier verset, parce que je vois que j'ai beaucoup parlé, mais un dernier verset, qui dit que la veuve qui est réellement seule et qui n'a personne pour prendre soin d'elle a mis son espérance en Dieu. Elle prie jour et nuit pour lui demander son aide. Que les familles monoparentales, donc les parents seuls, n'hésitent pas à placer son espérance en Dieu, parce qu'on sait que Dieu est le Dieu de la cause des familles monoparentales. Voilà. Merci Anna pour tous ces beaux textes, hein, dont certains que je ne connaissais même pas, qui donnent franchement de l'espoir aux familles monoparentales. Et est-ce que tu aurais, en dehors de la Bible, d'autres ressources pour nous, pour les auditeurs aussi qui écoutent? Alors, j'ai pensé à un livre qui m'a beaucoup aidée. C'est un livre qu'un psychologue, non, c'est pas un psychologue, c'est un éducateur chrétien a écrit. Il s'appelle Le parent seul. Je sais pas si vous voyez. C'est Robert Barnes qui a écrit cet ouvrage. Et donc, c'est une personne qui me l'a offert. Et je peux dire que dans cet ouvrage, j'ai trouvé beaucoup des conseils. Je me suis sentie vraiment rejointe parce que l'auteur, il retrace d'une manière vraiment excellente, parce que lui-même a été donc enfant d'une maman seule. Il retrace vraiment toute la réalité des personnes seules. Voilà. Donc, Le parent seul de Robert Barnes. Merci beaucoup, Anna, du coup, pour toutes ces ressources, pour tout ce que tu nous as transmis ce soir. Avec plaisir. Vraiment, c'était un plaisir. Alors, moi, j'ai reçu des questions en message privé. Du coup, je vais vous les poser.
Comment faire pour que les enfants n'aient pas l'impression que leur monde s'est écroulé depuis la séparation de leurs parents? Ok, merci pour cette question. Donc déjà, cela est impossible. Premièrement, parce qu'un enfant, le monde d'un enfant se construit sur une base de père et mère. Quand il y a la séparation, il y a la rupture, son monde s'effondre. Sa sécurité s'effondre. Donc ça, c'est une réalité que je pense qu'il faut que nous tenions compte et qu'on ne mette pas de côté. On ne peut pas cliver cette réalité. En revanche, nous pouvons rassurer. Nous pouvons être à l'écoute. Nous pouvons être des personnes qui sommes vraiment une ressource et trouver peut-être d'autres ressources pour mettre des mots sur ce qui se passe. Le meilleur qu'on peut faire, c'est aider l'enfant à identifier ce qui se passe à l'intérieur de soi, de leur apprendre à identifier les émotions de tristesse, de colère, leur donner le droit d'être en colère, leur donner le droit d'être triste, leur donner le droit d'être aussi dans le processus de deuil que j'ai décrit tout au départ, n'est-ce pas, pour qu'ils se sentent compris, pour dédramatiser. Plus on va faire en sorte de cliver et de mettre de côté cette réalité, l'enfant, il va mettre beaucoup d'énergie pour pas faire de la peine, pour pas parler de ce sujet. Plus il va psychosomatiser, il va être angoissé, il va être en échec scolaire, il va être en décrochage, il va être angoissé, etc., etc., etc. Il fera plus de fautes d'orthographe, il sera peut-être isolé, etc. Donc en fait, nous ne pouvons pas aider un enfant en évitant de l'armer quelque part à faire face de la réalité. Et je pense que c'est ça que les parents seuls, on doit prendre conscience. Parfois, on se sent impuissant, hein, parce qu'on ne sait pas comment faire. Et c'est là qu'il faut trouver des ressources et de l'aide pour qu'on nous donne des pistes de comment parler à l'enfant, de quelle manière peut-être. Moi, je dis toujours, je donne un exemple. Là, cette semaine, il y a une maman qui est venue me voir dans une famille recomposée. Hein. Et justement, elle cherchait des ressources. Comment parler de tout ça avec les enfants? Déjà, tout simplement, si on ne se sent pas à l'aise, il y a une manière qui est excellente avec les enfants, c'est raconter des histoires. Au moment du coucher, de voir comment ça s'est passé la journée, d'être à l'écoute et de raconter des histoires, ça existe, hein, des histoires qui permettent d'identifier ses émotions et de dédramatiser et d'apprendre à les gérer. Voilà. Merci. Alors, j'ai une autre question. L'enfant a-t-il besoin d'un référent masculin s'il vit seul avec sa mère ou un référent féminin s'il vit seul avec son père? Alors, merci aussi pour cette question. Dans l'ordre des choses normales, un enfant se construit avec une figure parentale père et une figure parentale mère. Donc, ça se construit dans la triade, c'est-à-dire que tout d'abord, quand l'enfant est bébé, dans les premières phases, c'est une phase qu'on appelle ça une phase fusionnelle avec la mère, où le père n'est pas encore rentré dans cette dyade, mais l'enfant, il va se construire avec plusieurs identifications. Et vous le savez, ou certains d'entre vous, vous le savez, toutes ces phases-là vont permettre à l'enfant de grandir, de passer par des phases aussi de frustration, d'identification, de renoncement. Et toutes ces phases-là, on va les vivre de manière équilibrée avec une figure parentale masculine et une féminine. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Oui. Maintenant, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Parce que parfois, ces figures parentales-là ne sont pas là. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut chercher des tiers. Parce que il faut faire confiance aussi, hein, parce qu'il y a tout un processus de résilience où il y a des piliers que moi, je crois que Dieu place sur notre chemin. Et les enfants aussi vont chercher ces piliers-là. Hein. Je pense que ce qui est positif, c'est que le parent seul permette que ces piliers se mettent en place. Mais oui, ils sont nécessaires. D'accord.
dans le meilleur des cas. Merci. Alors, quand l'ex-conjoint était maltraitant vis-à-vis de l'enfant et de la maman, comment gérer la relation de l'enfant avec ce parent maltraitant? Ok. Déjà, c'est que je pense que quand un enfant a vécu la maltraitance, alors si j'ai bien compris, l'enfant a vécu la maltraitance de la part du parent qui n'est plus dans le foyer. Est-ce bien Voilà. ça? C'est ça. Ok, d'accord, ok. Premièrement, je dois dire, vérifier que l'enfant est en sécurité. D'accord. La première chose, c'est la sécurité de l'enfant. Je connais beaucoup de cas de parents divorcés où il y a eu malheureusement la violence et l'enfant peut rencontrer le parent violent avec en présence d'un éducateur, une éducatrice ou un médiateur, une médiatrice. D'accord? Donc déjà, cela. Et ensuite, bien évidemment, l'enfant, il va avoir en lui des blessures par rapport à la violence. Donc déjà, la première chose, c'est exclure toute violence. Si la violence se continue, il faut penser à la sécurité de l'enfant en premier lieu. Ça, c'est le plus important. Ensuite, il y aura tout un travail dans le cas où le parent violent, peut-être qu'il est accompagné, il est suivi psychologiquement. Il y a souvent ici en France, le service social est quand même extraordinaire parce que moi, j'ai des familles dans ce cas-là que j'accompagne, que le service social met en place des éducateurs, des assistantes sociales, des psychologues, etc., qui permettent que petit à petit, il puisse y avoir quand même un contact. Mais l'enfant va devoir aussi avoir un espace pour pouvoir élaborer sa souffrance, mettre des mots pour aussi petit à petit pouvoir accepter, et ça c'est pas facile, que un de ses parents est violent. Merci. Alors, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'il manque la plupart du temps aux enfants qui ont vécu avec un seul parent? Alors, je crois que c'est ce qu'on vient aussi d'évoquer. En fait, les enfants qui vivent avec un seul parent, c'est qui manque souvent, c'est la présence du rôle parental du sexe opposé. C'est-à-dire que, en fait, ce qui leur manque, c'est toute la structure psycho-affective de ce lien-là. Maintenant, c'est pas une fatalité, parce que ça, comme je viens de dire, on peut compenser, non pas uniquement par le parent qui élève l'enfant, mais aussi avec des tiers. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les enfants qui sont élevés par des parents seuls, souvent, c'est qu'il leur manque. Bon, manque, c'est un mot peut-être qui est pas très adéquat, mais dans tous les cas qui sont en difficulté, c'est le lien et le lien avec le parent du sexe opposé. Merci. Comment sortir de la honte d'être un parent seul? Alors, pour sortir de la honte, déjà, il faut comprendre pourquoi on a honte. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi avoir honte? Quand je ressens la honte, je me dis quoi à l'intérieur de moi? C'est important d'être connecté aussi avec les pensées, parce que ce sont les pensées qui génèrent des émotions et des états d'âme. Quand tu as honte parce que tu te vois parent seul, tu te dis quoi? J'ai échoué, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas capable d'aimer, je ne suis pas aimable. Qu'est-ce que tu te dis? Pourquoi avoir honte? C'est important d'accepter cet état d'âme, cette émotion, c'est important de l'accepter, mais on ne peut pas rester là. Il faut aller plus loin. Il faut comprendre quel est le processus qui t'amène à te sentir comme ça. Parce qu'une fois que tu auras compris qu'est-ce que tu te dis, et souvent c'est cette petite voix à l'intérieur de soi qu'on n'arrive peut-être pas trop à distinguer, qui fait que je vais peut-être entretenir un sentiment qui va ensuite se psychosomatiser, en fait, qui va me pousser à avoir des comportements, parce que la honte,
pousse à avoir des comportements de quoi? Parfois on se sent isolé parce que on se sent pas comme les autres, donc on a honte, donc on va s'isoler, on va pas faire des choses peut-être qu'on a envie, et c'est dommage. Donc pour sortir de la honte, je pense déjà que, bien évidemment, vous l'aurez compris au fur et à mesure que j'ai échangé aujourd'hui, cet après-midi, que moi, je crois qu'il faut ne pas hésiter à chercher de l'aide. Parce que quand on a un vis-à-vis, et souvent c'est ça le manque du parent seul, c'est qu'on n'a pas un vis-à-vis. Quand on a une personne qui est objective, qui nous écoute, qui permet aussi de nous renvoyer et de nous confronter avec douceur sur certaines réalités, certaines pensées, certains comportements, on peut élaborer. Et c'est quand on élabore qu'on peut changer nos pensées et qu'ensuite nos émotions peuvent changer. Comment aborder avec un parent isolé, maltraitant la question de la protection de son enfant sans chercher à le culpabiliser? Ah, ok, je crois que j'ai saisi. En fait, c'est que la question porte sur le fait qu'un parent seul est violent. Donc, le parent seul est violent, et comment aborder la question avec ce parent seul? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est informé ou on est spectateur d'un parent seul ou de n'importe quel parent qui est violent avec son enfant et qui est maltraitant, la première chose à faire, s'il vous plaît, c'est de protéger l'enfant. Donc, pour cela, il faut faire ce qui est nécessaire. Alors, je vais vous donner un cas précis. Donc, je dirai tout à l'heure comment aborder ça avec le parent seul. Hein. Mais je vous donne un cas précis. Moi, donc, au sein de mon travail, hein, ça m'arrive, heureusement pas très souvent, heureusement, mais ça m'arrive que je suis confrontée à des consultations où l'enfant me partage qu'il est maltraité. Ça m'est arrivé hein, au long de mon expérience. Et j'ai fait des signalements. J'ai fait des signalements qui ont permis, et s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on mesure mes mots, en fait, ils ont permis de mettre en place tout un système d'aide pour le parent en question. En fait, nous ne pouvons pas prendre en charge une situation pareille sans des professionnels pluridisciplinaires qui vont aider la famille. Ok? Donc ça, c'est la première chose. C'est très important que nous veillions à la sécurité de l'enfant et à la protection de l'enfant. Donc, il ne faut pas hésiter à le signaler parce que c'est à ce moment-là, par exemple, moi, j'ai eu le cas d'une famille que tout un système de organisation pluridisciplinaire avec un éducateur pour l'enfant, avec un psychologue qui a suivi le parent, avec un autre psychologue, un thérapeute de couple qui a suivi le couple, etc., etc. Tout un système qui s'est organisé pour pouvoir aider. Maintenant, comment parler avec ce parent de la maltraitance? J'ai envie de dire que la première chose, c'est de pouvoir le nommer, de pouvoir renvoyer ce que nous voyons, sans juger, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est de renvoyer la réalité de ce que nous sommes en train d'observer. Ok? Et surtout, de faire prendre conscience que ce qui est en train de se passer, c'est inacceptable, que c'est puni par la loi, que l'enfant a des droits et que le parent a des obligations, et que si le parent est en détresse, il faut l'aider. Il ne faut pas le laisser par terre et puis le négliger. Non, il faut aider le parent. Mais attention, il faut appeler les choses par leur nom. La maltraitance, c'est de la violence, ça a des conséquences gravissimes chez les enfants, mais ça a des conséquences gravissimes aussi au sein des auteurs des violences. Donc, en fait, je répète, signalement, pouvoir parler avec le parent qui est auteur des violences,
dans l'écoute, dans l'empathie, certes, mais en appelant les choses par leur nom, en disant que la violence est inacceptable, qui est punie par la loi et que l'enfant a des droits et que lui, il a des obligations. Et ça, il faut le faire dans une ambiance d'empathie, sans juger. Quelque part, c'est juger, hein, c'est ce que je suis en train de dire, hein, parce qu'on dit les choses par leur nom, mais ce que je veux dire par là, c'est pas condamner. C'est pas laisser l'auteur des violences, on peut pas le condamner parce qu'il a besoin d'aide. Une personne qui communique avec son enfant au travers de la violence, c'est parce qu'il n'a pas d'autres moyens de communication. Donc, il faut l'aider. Alors, par rapport à cette question, j'ai eu une autre question. À partir de quel fait pouvons-nous supposer qu'il y a de la maltraitance? C'est très simple. Les faits que vous observez, qui portent atteinte à la santé mentale, morale, émotionnelle, spirituelle d'un enfant ou de sa vie, ce sont des faits qui sont suffisamment, il faut que ce soit des faits avérés, hein, et suffisamment probants pour pouvoir agir en vue de protéger l'enfant. C'est pas une supposition, hein. Nous ne sommes pas en train de parler de supposition. Nous sommes en train de parler des faits. Merci. J'ai reçu une autre question. Comment aider l'enfant à accepter l'autorité du nouveau conjoint? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire que le parent et le nouveau conjoint puissent se mettre d'accord sur la nouvelle cellule parentale qu'ils sont en train de former. Et pour ça, sans les enfants, il faut que les parents s'accordent. S'accordent sur ce qu'ils veulent. Et s'accordent sur que chacun, les frontières de chacun, et c'est que chacun peut apporter dans la famille. L'autorité de l'autre parent doit être, comment dire ça, doit être notifiée, parlée, évoquée avec beaucoup de tact, parce que ce ne sera pas la même chose si l'enfant a 3 ans que si l'enfant a 17 ans, vous voyez. C'est pas du tout la même chose. Ils ne sont pas en train de parler d'autorité. Et déjà, qu'est-ce que autorité veut dire? Parce que un conjoint, le nouveau conjoint ne sera de toute façon pas le père ni la mère de l'enfant. Et ça, c'est très important d'être au clair sur le fait que le parent seul qui se marie reste fondamentalement parent seul. C'est un peu, ça peut être interpellant, ce que je dis. Mais c'est qu'en fait, le parent seul ne sera seul dans la conjugalité. L'autre conjoint aura, dans les meilleurs de cas, et je le souhaite, un investissement de forme parentale, de figure parentale bénéfique pour l'enfant, mais ne sera jamais le père ou la mère. Donc, pour que l'enfant puisse accepter l'autorité que le nouveau couple aura décidé dans les modalités éducatives du beau-père ou de la belle-mère, je crois qu'en français on dit comme ça, hein, beau-père ou belle-mère, il faudra discuter, il faudra mettre des mots avec l'enfant, mais à mon sens, et c'est ce que je conseille, il ne faudra pas obliger l'enfant à prendre comme père ou mère le nouveau conjoint. Parce que le nouveau conjoint n'est pas son père ni sa mère. J'espère que j'ai répondu à la question parce que c'est complexe. Hein. Ça porte plutôt aussi du sujet de la famille recomposée. Hein. Ça, c'est un sujet à part entière. Alors, comme autre question, j'ai... Ah oui. Quel rôle l'Église peut-elle jouer pour accompagner les parents seuls et leurs enfants?
J'ai essayé de l'évoquer un petit peu. Je crois que l'Église, en tant qu'institution, il faudrait que prenne conscience de cette réalité. Je crois déjà que il y a beaucoup d'églises que ils font des actions, hein, ils prennent conscience parce qu'il y a un département de famille, hein, de vie de famille. Donc, dans la vie de famille, il faudrait pas oublier les familles monoparentales. Donc déjà ça, c'est une première piste. Il faudrait qu'on s'occupe de ces parents seuls en proposant certaines choses. Ça peut être des événements, ça peut être de l'aide, mais pas des événements pour qu'ils se retrouvent qu'avec les parents seuls, hein, parce que ça c'est compliqué. Bien évidemment, ça peut être aidant de se retrouver entre parents seuls, et ça c'est quelque chose que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais de se retrouver entre parents seuls, c'est très aidant parce qu'on peut se donner des conseils, on peut discuter, on peut échanger, on se comprend. C'est tellement, on se sent vraiment entendu, vous voyez, parce que l'autre, il comprend tout à fait ce qu'on est en train de vivre. Mais je crois que l'Église peut faire un pas de plus, et l'Église pourrait faire un pas de plus avec la prise de conscience du manque de piliers parental des enfants qui sont élevés dans des familles monoparentales. Et comme je disais tout à l'heure, une forme de parrainage. Pas de parrainage avec la mère ou le père, hein, encore une fois. Hein. C'est pas un parrainage pour que le parent seul trouve un appui dans l'adulte. Non, c'est un parrainage avec l'enfant, ok. Donc avec l'enfant qui puisse trouver aussi cette figure parentale. Moi personnellement, je vous le dis, mes enfants, ils ont trouvé des figures parentales qui a été d'une grande aide au sein de l'Église, mais ça n'a pas été quelque chose de formalisé. Ça a été souvent des choses qui sont venues spontanées. Et qu'aussi, moi, j'ai cherché un petit peu, et je crois que les parents seuls, il faut aussi qu'ils n'hésitent pas à demander, et puis à demander de l'aide aussi. Mais l'Église a je pense qu'il y a tout cet aspect de la famille monoparentale qu'il faut encore développer dans le département de famille et d'éducation et de famille. Merci. Alors, j'ai une autre question. Quand un des conjoints est décédé, il n'y a plus du tout de couple parental? Oui. Alors, le couple parental, alors, il existe. C'est-à-dire que souvent, quand un des parents décède, on a l'impression qu'il faut passer à autre chose. Alors, c'est vrai que la vie ne s'arrête pas là et qu'il faut continuer à vivre. Mais en fait, les enfants, il faut qu'ils s'imprègnent de leurs racines, de qui est leur mère et qui est leur père, même si le père ou la mère n'est plus là. Mais ça fait partie de leur identité. Donc, en fait, le couple parental n'existe pas en tant que tel aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Mais le couple parental a existé. Et souvent, vous voyez, c'est différent qu'un couple divorcé. Parce qu'un couple divorcé a choisi de se séparer. Bon, parfois, il y a des divorces qui sont choisis ou subis, hein, mais en fait, en cas de décès, le couple n'avait pas choisi de se séparer. Le couple conjugal a dû subir la violence de la mort, la violence de la perte, la violence du décès, et que les enfants ils subissent aussi. Mais en fait, même si le couple parental n'existe pas en tant que tel pour la logistique quotidienne et aussi pour le développement psychoaffectif que j'évoquais, etc., dans le développement de l'enfant, c'est très important dans le souvenir et dans la prise de conscience de son identité. Alors, c'est vrai que le couple parental dans l'ici et maintenant n'existe pas, mais dans l'identité de l'enfant doit exister. Je ne parle pas ici de certaines familles qui ont vécu un décès et qui cherchent à tout prix de faire vivre le parent décédé tous les jours, presque comme s'il était là, hein, parce que la personne est décédée. Ceci dit, elle est décédée matériellement, physiquement, mais c'est le père ou la mère de l'enfant. Donc ça, il faut pas l'oublier, il faut continuer à l'inculquer chez l'enfant pour qu'il
quelque part, et surtout par exemple dans des décès où les enfants ils ont été très jeunes, ensuite il faut leur parler de leurs parents décédés pour qu'ils sachent comment le parent était, pour que leur montrer des photos, leur dire qu'est-ce qu'ils aimaient, etc. Parce que ça fait partie aussi de leur identité et ça va beaucoup aider dans la croissance. Maintenant, pour le parent qui est veuf, c'est compliqué, c'est bien sûr. Il est seul et il va falloir trouver, alors d'une part, s'engager dans le marathon du parent seul, de la famille monoparentale, et dans toutes les étapes que j'ai évoquées. Merci. Une autre question. Quand le parent seul décide de refaire sa vie, doit-il choisir un nouveau partenaire en fonction de sa sensibilité à ses enfants? Alors, merci beaucoup pour cette question. Déjà, on ne refait pas notre vie. On la refait pas. On la fait, on la continue. Donc, on refait rien du tout. Et il faut pas refaire, surtout pas. Il faut la continuer et, si possible, mieux encore qu'avant. OK? En apprenant aussi de nos erreurs, etc. Et en fait, je crois que on peut pas choisir. Et surtout, excusez-moi si je suis un peu, j'arrive pas à trouver le mot en français, hein, parce que vous savez que je suis espagnole, un mot un peu tranchant comme ça, hein. Mais il ne faut pas choisir son conjoint parce que les enfants aiment le conjoint. Il faut choisir le conjoint parce que moi, j'aime cet homme ou cette femme. C'est moi. Les enfants, ils n'ont pas leur avis à donner. Alors, je suis dure hein, quand je dis ça, hein, et je peux vous dire que je peux sembler dure, mais croyez-moi et croyez à mon expérience. Si toi, tu te maries avec quelqu'un parce que ton enfant te donne le feu vert, tu es en train de faire rentrer dans la cellule conjugale ton enfant. Et ça, psychologiquement pour l'enfant, c'est terrible. Parce qu'on est en train de le charger d'un poids qui ne lui revient pas. Lui, ce qu'il doit faire, c'est de pouvoir faire sa vie, choisir. Lui, ton enfant, il choisira son conjoint. Mais c'est à toi, parent seul, que tu dois choisir. C'est à toi qui revient le choix de ton nouveau conjoint. C'est pas à l'enfant. En revanche, bien évidemment, là, ça fait pas longtemps, j'ai une maman solo qui m'a dit oui, mais mon enfant n'aime pas mon partenaire, donc il commence à fréquenter quelqu'un. Mais déjà, c'est normal au départ, parce qu'il faut du temps pour se connaître, il faut du temps pour s'ajuster. Et là, bien évidemment, hein, je ne dis pas si c'est dans une situation où le nouveau conjoint, le nouveau partenaire c'est une personne qui est pas du tout bénéfique et bienfaisante pour l'enfant, là, il faut faire attention. Hein. Lorsqu'on est parent seul dès la naissance d'un enfant, peut-on penser que l'autre parent ne manquera pas à son enfant, sachant qu'il ne l'a pas connu? Ce parent va manquer à l'enfant. Ça, c'est certain. Je vous donne un exemple, aussi un cas. Hein. J'ai un jeune en consultation, ça fait quelques années déjà. Alors, ce jeune, déjà c'est une fille, donc une fille, sa maman a décidé d'être mère et pour cela a choisi un ami. Donc elle est tombée enceinte, mais l'accord qu'il y avait entre les deux, c'était que quand l'enfant naîtrait, le père serait anonyme, serait pas donc il voulait aucun rapport avec l'enfant. Bon, donc cet enfant, quand j'ai lu en consultation, elle devait être à peu près en seconde, donc c'est 15 ans, hein, 15-16 ans. Donc c'est l'âge où, bien évidemment, il y a plein de choses qui émergent, qu'il y a plein de conflits qui peuvent se rejouer et dans des moments où ça peut se traduire par vraiment un mal-être chez le jeune. Hein. Et en fait, pourquoi je prends cet exemple? Parce que j'ai beaucoup discuté avec cette fille et en fait, il y avait chez elle ce besoin de savoir qui était son père et pendant toute son enfance a été très bien élevée par sa maman. Hein. Faut dire qu'elle a manqué de rien.
mais il y a toujours eu ce manque du père. Alors, maintenant, il y a ce besoin de connaître qui est mon père, parce que si je ne sais pas qui est mon père, je ne peux pas savoir qui je suis. Alors, bien évidemment, il y a des situations qu'on ne peut pas savoir. Et il faut quand même que la vie continue. Mais on ne peut pas se dire qu'il ne va pas y avoir de manque. Et je crois qu'à un moment donné, vous voyez, quand il y a une composante qui fait défaut dans la cellule familiale, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, on veut faire comme si rien. Mais il faut se dire qu'il y aura un manque. Mais ce manque, ça ne va pas être une fatalité. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que des enfants qui aujourd'hui sont adultes, qui sont mariés, qui ont des enfants, ils ont vécu dans des foyers monoparentaux et ils se sont sortis. Et alléluia. Je veux dire, c'est ça que, justement, le message aussi d'encouragement que j'ai envie de dire. Mais je ne peux pas dire qu'un enfant qui est élevé depuis la naissance par un seul parent, sans une figure parentale de père ou de mère, donc dans ce cas-là de père, n'aura pas ce manque-là. Parce que bien évidemment qu'il y aura ce manque. Parce que, vous voyez, j'ai envie de vous dire une chose. Si l'équilibre psycho-affectif et la croissance d'un enfant n'avaient pas besoin, ça se saurait, n'est-ce pas? On ferait les enfants seuls. La croissance d'un enfant est équilibrée quand il y a deux parents. Ça ne veut pas dire qu'il doit être tout le temps déséquilibré parce que, justement, on va s'organiser. Le parent seul va organiser avec la famille, avec des amis, etc. Bon, voilà, il y a tout un système de vie qui se met en place, mais le manque sera là. Ça ne veut pas dire que les enfants ils vont être malheureux, angoissés, et puis qu'ils vont pas réussir dans la vie. Ça ne veut pas dire ça. Mais il y aura le manque. Et ça, il faut que nous en prenions conscience. Merci. Alors, j'ai une autre question. Je culpabilise quand je suis épuisée et que ma fille court partout dans la maison ou au parc et que l'on se sent jugé. Et c'est difficile de défusionner. Elle a 2 ans et la crèche ne la prend que 2 matinées car elle ne fait pas sa sieste toute seule. Et comment faire face à la peur de mourir? Ok, il y a beaucoup de questions dans une question, hein. Alors, donc, déjà, culpabiliser, la culpabilité. Alors, la culpabilité, on va essayer de l'analyser un petit peu, la culpabilité. Déjà, s'il y a des parents seuls qui m'écoutent, sachez une chose, nos enfants ont besoin d'avoir en face d'eux des parents qui s'épuisent et qui se fatiguent. Parce qu'autrement, on serait des superwoman et supermen. D'accord? Donc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même si on se dope et tout ça, je sais pas, moi je prends des douches froides le matin, vous voyez, pour avoir le punch. Mais voilà, chacun on a notre truc, hein. Mais en fait, on ne peut pas montrer à nos enfants que pour être une personne ou un parent valable, un adulte valable, nous sommes dans la toute-puissance. Ça, c'est pas possible. Parce que si nous donnons cette image-là, l'enfant devra, en grandissant, comment dire ça, il va mettre la barre très haute, en fait. Donc, arrêtons de culpabiliser, parce que c'est normal d'être épuisé, c'est normal d'être fatigué. En revanche, il faut s'organiser, parce qu'on ne va pas laisser les enfants courir dans tous les sens, faire n'importe quoi. Ils ont besoin de cadre. Et ça sera peut-être aussi l'objet d'une autre rencontre. Dans l'éducation, il y a plusieurs paramètres, et un de ces paramètres, c'est le cadre. Maintenant, on doit être dans des bonnes conditions pour le mettre, le cadre, parce que parfois, on est crevé. Donc alors, si la crèche prend l'enfant que de matinée, il va falloir que ce parent prenne ces 2 matinées, je ne sais pas si la personne en question travaille, je ne connais pas les activités, mais il va falloir prendre du temps pour se reposer, pour se ressourcer. Mais sans culpabilité, parce que, alors, je dis sans,
c'est pas un ordre, hein. Je veux dire, c'est normal que si on se sent coupable, il faut d'abord, ça vous m'entendrez toujours dire ça, d'abord accepter ce que nous ressentons. Ensuite, essayer de comprendre. Parce que quand nous comprenons pourquoi on se sent comme ça, on peut élaborer. Hein. Donc, là, pour cette maman en question, je dirais déjà se déculpabiliser, de voir que c'est normal d'être épuisé et que c'est bénéfique pour l'enfant parce que l'enfant, il va avoir une maman qui est humaine. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, 2 ans, c'est très petit. C'est jeune. Donc, 2 ans, la fusion que la personne décrit là, que la maman elle décrit, je dirais que c'est normal, mais attention, parce que 2 ans déjà, bon, l'enfant marche, commence à parler, petit à petit, elle va arriver, c'est une fille, je crois, que tu m'as dit, Emmanuel. Donc, c'est une fille, la petite? Oui, il me semble. Okay. Oui, c'est ça. Donc, c'est mère-fille, hein. Mère-fille, donc voilà, aussi très fusionnelle. La petite, elle va arriver à 3 ans. On va rentrer dans la période de sociabilisation, la maternelle, etc. Et là, ouf, on voit une différence. Donc déjà, si la maman, elle m'écoute en ce moment, je dois lui dire encore un petit peu de temps, parce que dès que la petite, elle va rentrer à l'école, en maternelle, à 3 ans, l'enfant va s'ouvrir vers l'extérieur. Et donc déjà, ça va être une phase où la fusion va pouvoir s'estomper un petit peu, d'accord? Et l'autre question, c'était, Emmanuel, je me rappelle plus. Alors, il me semble que c'est comment faire face à la peur de mourir. La peur de mourir du parent ou de l'enfant, ou comment? Du parent. Ok, très bien. Alors, c'est pas rare que le parent seul puisse être un petit peu angoissé parce que il sait que c'est peut-être le seul référent parental de l'enfant. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je meurs? Donc, ça peut être très angoissant. Donc déjà, peut-être se connecter avec quelque chose, et c'est que la mort, elle est à la porte de tout le monde, et que la mort, ça fait partie de la vie, malheureusement. Hein. Donc, il faut, moi je sais que, je peux aussi témoigner, je sais qu'un jour, je me suis posé la question, c'était un soir, j'étais dans mon lit, mes enfants, ils dormaient, et je me suis dit, mais mince alors, et si maintenant il m'arrive quelque chose? Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Et à partir de ce moment-là, donc je me suis organisée parce que je ne voulais pas, bien évidemment, c'était quelque chose que j'en parlais pas avec mes enfants, mais c'était quelque chose qui m'a traversé l'esprit. J'étais pas angoissée parce que voilà, je m'angoisse pas par rapport à ça, mais je me suis organisée. Donc d'un côté, il y a l'organisation, c'est-à-dire que si les enfants, je sais pas, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Donc je me suis organisée au niveau logistique, mais ensuite aussi pour le parent qui angoisse des angoisses de mort, il faut qu'il se fasse aider parce que de toute façon, il va falloir, ça va pas partir comme ça, par magie ou par miracle, il va falloir travailler ces angoisses-là et il va falloir aussi tenir compte du fait que l'enfant, peut-être il est en train de sentir l'angoisse du parent et que ça peut être très néfaste pour l'enfant. Parce que si l'enfant, il sent le parent angoissé, alors c'est une réalité, ça peut nous arriver à tous, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire ceci, faire cela, mais il faut tendre vers quelque chose et se donner les moyens de pouvoir trouver des solutions. Parce que l'enfant, s'il sent que le parent est angoissé, il risque de passer en mode parental, c'est-à-dire de prendre soin du parent. Quelque part, l'enfant, inconsciemment, il se dit, mon parent, mon père ou ma mère, est en difficulté, est fragile, il faut que je sois sage, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je range la table, qu'est-ce que je peux faire? Et ça suppose un investissement tellement émotionnel et psychique tellement grand que parfois il n'a pas assez d'espace et d'énergie pour faire autre chose. Dans tous les cas, si le parent, cette angoisse de mort, c'est quelque chose qui l'habite de manière ponctuelle, je dirais, ça, c'est normal. Si c'est permanente, il faut qu'il soit cédé. Merci. Alors, j'ai une autre question. Que faire quand
l'enfant prend la place du parent et a un rôle protecteur. Ok, déjà la première chose, c'est poser la question comment se fait-il que l'enfant a pris cette place? L'enfant, il ne peut pas prendre cette place si je ne veux pas. Donc, en fait, quelle est la systémique qui s'est installée dans mon foyer et de quelle manière, moi, j'ai contribué à ce que mon enfant a pris la place du parent? Qu'est-ce qui se passe? Voyons clair. Essayons de comprendre les choses. Posons-nous des questions. Parce que ça, je dois vous dire que ce scénario, c'est un scénario qui arrive très souvent. Très souvent. Et que de la seule manière qu'on peut pallier, j'ai envie de dire un peu, parce que voilà, on peut pas aller dans les extrêmes, qu'on peut pallier un peu, c'est quand le parent travaille sur lui. C'est-à-dire qu'il travaille dans son histoire, il travaille vraiment ses frontières à lui. Le parent, c'est moi et pas eux. Il y a des choses que je ne laisse pas entrer les enfants dedans, parce que ça concerne les adultes. Et en fait, souvent, le parent seul, il cherche à compenser. Et on ne veut pas être non plus les parents gendarmes, vous voyez, qu'on fait la discipline tout le temps ou qu'on est en train de frustrer tout le temps l'enfant. Donc en fait, on pense que c'est l'amour, ça. Et sachons, rappelons-nous que l'amour le plus sain, c'est celui où il y a des frontières saines pour chacun, que les rôles sont respectés. Parce que quand les rôles sont respectés et que les frontières sont bien marquées, ça fait que l'enfant peut être dégagé des charges qui sont énormes pour lui parce qu'il n'est pas adulte. Même s'il a qui est ado, ou jeune adulte. Merci. Alors, j'ai une autre question. La mort du parent seul est aussi une angoisse pour l'enfant. Un parent seul qui est très, très, très angoissé parce qu'il a peur de mourir, il peut transmettre cette angoisse à l'enfant. C'est que j'ai dit tout à l'heure, j'ai répondu à cette question. Oui. J'ai peut-être, Emmanuel, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais quand même avoir une phrase de conclusion. Oui. Parce que je crois qu'on a évoqué beaucoup de difficultés, des complexités. Et je souhaiterais laisser un message d'encouragement et d'espérance. Je crois que la famille monoparentale, c'est vrai que c'est un réel défi. C'est un réel défi. Et il faut que je le dise. Mais en fait, ce n'est pas une fatalité. Oui. Et comme j'ai dit tout au début de notre échange, déjà pour le parent seul, comprendre le passé, guérir des blessures, accepter la réalité, notre présent, avec des hauts, avec des bas, mais en demandant de l'aide s'il faut, et en plaçant notre confiance en celui qu'on sait qu'il a une attention particulière pour les parents seuls, celui qui promet des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance, et pouvoir aussi voir l'avenir avec joie, avec enthousiasme et espoir. Donc c'est tout ce processus-là, en fait, le passé, le présent et l'avenir. Et je crois qu'on doit encourager les familles monoparentales et les parents seuls, parce que c'est vrai qu'on pourrait rester dans un discours qui est un peu fataliste, un peu déprimant, mais à côté de ça, il faut aussi s'inspirer de personnes qui ont traversé le désert, qui ont fait face à tous ces défis, qu'on voit aujourd'hui les enfants, que tant bien que mal, ils s'en sortent bien et qu'ils sont des adultes responsables et puis qu'ils regardent l'avenir avec joie. Voilà. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber.